Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La course à la présidentielle de 2025 s'intensifie au sein du PDC-RDA. Ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Sébastien Kwame, cadre du parti et représentant du ministre Jean-Louis Billon. Avec lui, nous parlerons justement des enjeux de sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est toujours un bonheur renouvelé pour nous d'être en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous recevons ce soir Élisée Boloube pour décrypter l'actualité avec vous. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Herman Aboua, merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, merci à tous. Pascal Souquier, merci d'être là. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous les téléspectateurs et à ceux qui nous regardent dans le monde entier. Daouda Koulibaly, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Avant d'en arriver donc au point du PDC-RDA, nous avons un point d'information et puis juste un tout petit, on va dire un tout petit point sport à élaguer avant de parler politique PDC-RDA. Le point d'information est le suivant. Alors, poursuivi pour atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État et association de malfaiteurs, Damana Picasse et ses co-accusés ont été condamnés ce jour à 10 ans de prison, donc aujourd'hui, mercredi 12 février 2025. Damana Adia Picasse, condamné à 10 ans de prison, 5 ans de privation des droits civils et politiques, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de sa région natale et Abidjan. Quoi, Justin? 10 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de Korogo, son lieu de travail, et Abidjan, son lieu de naissance. Babili Dambélé, condamné par Coutumas, 5 ans de prison, 5 ans d'interdiction de paraître dans la ville d'Abidjan. Il faut dire que demain se tiendra une conférence de presse qui sera tenue par le procureur de la République à l'effet de clarifier ou d'expliquer assurément ces verdicts. Merci en tout cas de nous suivre parce que nous pourrions en parler demain à la suite du procureur. Messieurs, 1 an déjà que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, ça se célèbre évidemment. Donc il y a eu une cérémonie, on va dire une journée de reconnaissance au Seigneur pour la victoire des éléphants. Il y a eu 57 personnes récompensées, un pagne qui a été justement mis en service aux couleurs orange, blanc et vert. Le pagne coûte 17 000 francs CFA. Pour que ce sac-là reste gravé dans nos mémoires et qu'on ne l'oublie jamais que la Côte d'Ivoire a eu le nez creux pour gagner lorsque tous les vents étaient contraires. Messieurs, j'aimerais vous entendre. Commençons par vous, Herman. Commentaire sur la célébration justement de l'an 1. De la victoire. D'abord, moi je pense que ce n'est pas la première fois qu'une nation remporte une coupe. Oui, oui. Je pense qu'on en fait un peu trop en Côte d'Ivoire par rapport à ce trophée. On aurait pu rester. On en fait un peu trop. La semaine dernière, on est resté là à commémorer tous les matchs, 89-17, contre le Mali et autres. On aurait pu rester dans cette ambiance parce que ça fait vraiment ivoirien. Mais à chaque fois, revenir célébrer une 3e médaille, on se demande quand finalement ça va finir parce que ça va se terminer. Dès lors qu'on ressent, parce qu'il travaille quand même, hein, son équipe travaille, on voit que ça évolue au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Mais lorsqu'on regarde ces actions, ces bonnes actions qu'il mène pour le football ivoirien, et nous remet une couche avec la coupe remportée, on se demande bien quand est-ce que ça va prendre fin. Et tout l'argent qu'on a pris pour organiser cette célébration d'1 an de victoire, là, on pourrait prendre pour soutenir l'équipe féminine de football qui peine pour la formation et autres. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Vous dites qu'on en fait trop. On en fait un peu trop. Pour vous, il ne faut pas célébrer du tout. Je n'ai pas dit qu'on ne célèbre pas. De toute façon, on a gagné la Coupe d'Afrique de 1992, on continue de la célébrer. On l'a remporté en 2015, on continue de célébrer. On continue. Les gens vont célébrer cette coupe-là comme ils peuvent, chez eux, à la maison ou bien entre amis.
mais que l'État, enfin, que la FIFA, à chaque fois, prenne son temps pour célébrer cela, comme si ça devient un petit fétiche dans nos mains, c'est un peu gênant. Très bien. Écoutons, Élisée, votre point de vue. Est-ce que vous partagez le point d'Herman? Vous dites non, écoutez, il faut quand même une cérémonie, une journée pour dire merci quand même au Seigneur qui a été enfin, à l'œuvre pour qu'on puisse avoir cette coupe-là. Et tout ce qui va avec, Élisée, votre point? Oui, je pense qu'avant qu'on ne puisse épiloguer sur l'opportunité ou non d'une telle célébration, il faut déjà regarder l'objectif assigné à la célébration. Moi, je pense qu'au regard de l'objectif, cette célébration avait tout son sens. Parce qu'il s'agissait de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu, de lui dire infiniment merci pour ce qui s'est réalisé. Moi, sur cette base-là, je pense que ça a été très bien pensé. Parce qu'en réalité, c'est vrai, pour certains aujourd'hui, un an après, on peut avec du recul dire ce qu'on a envie de dire. Mais quand on regarde nous tous, une année en arrière, de la manière dont les événements sont déroulés, vraiment, il faut être atteint à un niveau supérieur pour ne pas voir la main de Dieu dans ce qui s'est passé. C'est vraiment la main divine, c'est la main de Dieu. Et vouloir, après une année de ce sacre-là, marquer un temps et rendre gloire à Dieu, moi, je salue cette initiative. C'est quelque chose qui est très bien. Maintenant, je me rends compte que dans l'opérationnalité, on ne voit pas trop, on apprécie, on ne voit pas trop l'aspect, je vais dire, spirituel, hommage à Dieu pour lui dire merci. On voit plutôt l'aspect festif où on récompense. Vous auriez les gens. aimé voir quoi, justement, pour ressembler à la thématique? Ah ben, mais on dit qu'on veut rendre gloire à Dieu, on fait des moments de prière, on dit merci au Seigneur, on prend des engagements vis-à-vis de Dieu sur ces questions de footballistique et autres, tout ça, et puis on rentre chez soi, c'est fini. Mais quand finalement on pose des questions, même ceux qui ont participé à la cérémonie, vous verrez que l'élément essentiel qui sortira, c'est le fait que des personnes ont été décorées, c'est le fait qu'on a dû présenter un pagne et autres, tout ça. Pourtant, ce n'est pas l'objectif qui était assigné à cette cérémonie. L'objectif assigné au préalable à cette cérémonie, au regard de ce que nous on a entendu, c'était vraiment de venir rendre gloire à Dieu, de dire merci à Dieu, parce que, bien évidemment, aussi ivoiriens que nous sommes, nous savons que cette coupe-là, ce n'est pas le fruit d'un mérite, mais c'est la grâce de Dieu qui a permis que nous puissions avoir cette troisième étoile. Et c'était donc important de le marquer et de le signifier de façon très ouverte et prononcée. Oui, écoutons Pascal. Bon, écoutez, moi je suis totalement pour cette célébration. Quand on veut rendre gloire à Dieu, on n'a pas forcément à le faire dans des édifices uniquement dédiés à sa gloire, quelle que soit son obédience religieuse. On peut le faire dans n'importe quel endroit. D'ailleurs, toutes les religions le disent, le Seigneur ou Dieu, et on peut le louer à tout moment, en tout lieu et en tout temps. Et je suis certaine que si nous avions été à cette cérémonie, nous aurions entendu M. Idriss Diallo, le président de la FIFA, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire cette victoire. Ce qui n'enlève en rien le mérite de l'équipe nationale. Je ne me souviens pas avoir vu les éléphants se mettre en station de prière et demander à ce que la balle circule seule. Il y a eu une course-poursuite adversaire contre adversaire, beau jeu contre beau jeu, et puis ils y sont allés à la hargne. Parce que c'est ça aussi, rendre grâce à Dieu, c'est prier, travailler et puis y aller. Donc pour moi, en tout point, étant donné que travailler, c'est aussi une façon de rendre gloire à Dieu, ils ont bossé sur le terrain et puis on a vu ce que ça donnait. Ils se sont ressaisis entre deux tours. Quand le premier entraîneur est parti, il y a eu un passage à vide. On se demandait qui allait venir. Il y a eu plein de tentatives. Et puis, oui, on peut mettre ça sur de l'inspiration divine de se dire, comme quand... rappelez-moi le nom du premier entraîneur qui avait gagné la coupe. Ah non Jean-Louis Gasset. Non, ivoirien. Yo Martial. Yo Martial. Alors, toutes les fois où on a gagné des coupes, je crois que c'était, enfin, 2 fois sur 3, c'était un entraîneur ivoirien. Donc, on a été bien inspiré de lui faire confiance. Et revenons à la cérémonie en elle-même et parlons des décorations. Si ça n'avait tenu qu'à moi, on aurait décoré plus de personnes. La mascotte qui a donné tant de joie aux supporters. Là, 57 personnes ont été décorées. Oui, je ne sais pas si la mascotte en fait partie, c'est pas accessoire, mais quand une Coupe d'Afrique commence, ce sont des gens qui font des réunions sur les infrastructures, sur l'accueil, sur le côté touristique, l'économie, mais les jeunes bénévoles qui se sont fait remarquer positivement, la propreté autour des stades, toute l'économie que ça a engendré. Mais c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Et il y a les forces de l'ordre, la sécurité qui régnait. Si ça ne tenait qu'à moi, les supporters. On aurait décrété une semaine de célébration parce que cette CAN, elle nous a réunis. Vous vous en souvenez? Les gens se disaient, mais c'est bizarre, on ne parle plus de politique. Et le sport avait réussi à créer un vrai ciment au sein de la population. Et les hommes politiques de l'opposition, si vous en souvenez, on n'en les entendait plus.
Ils avaient fait ce tonneur, cette mi-temps politique, et tout le monde avait été ses revendications ou ses opinions pour laisser place au sport. Et ça, on doit le célébrer, on doit le remarquer. Je vois ici Salif Bictogo, je vois Kalou Bonaventure, je vois des dames, mais c'est des heures et des heures de présence et de travail. Merci beaucoup, Pascal, pour ce point. Alors, Daouda, pour vous, c'est la CAN. C'est quoi votre slogan, justement, sur la CAN? C'est la plus belle CAN jamais organisée. Donc, forcément, pour vous, on devrait la célébrer un an après. Célébrer l'an 1. D'ici, bientôt même, avant qu'on ne parte au Maroc, on va encore célébrer cette CAN. Pour vous, c'est important? Oui, c'est important. Pourquoi? C'est très, très important. Tu sais, Christelle, ma mère m'a appris quelque chose. Il faut apprendre à être heureux pour les autres. Quand ils sont heureux, il faut être heureux pour eux. Quand ils sont célébrés, il faut être en joie pour eux. Parce que lorsque nous avons perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, ces personnes qui sont en train d'être décorées ont été vouées aux gémonies. Certains étaient prêts à les clouer au pilori, à en découdre avec eux. Il ne faut pas l'oublier. C'est un fait qui est historique. Nous avons reçu ici le capitaine, celui qu'on appelle affectueusement Paul Biya, Max Alain Gradel. Ouais. Il a dit, si le président de la République ne nous avait pas appelés pour remonter notre morale, on n'allait pas tenir. Nous n'allions pas tenir. Mais toutes ces personnes-là ont été victimes du courroux des Ivoiriens. Ils ont été victimes de colibés de la part de beaucoup d'entre nous, à part Élysée qui était dans la prophétie. N'est-ce pas, mon frère Élysée? Ben, c'est normal. Voilà. Qui était dans la prophétie. Un homme de Dieu se distingue toujours. Voilà. Donc aujourd'hui, les joueurs et l'encadrement technique ont été célébrés par le président de la République. Ça, c'est le côté vraiment festif en début. Mais après, les petites mains qui sont en bas, ceux qu'on ne voit pas, comme Pascal le mentionnait, il faut les célébrer. Moi, je veux dire... Il faut continuer les décorations. Il faut continuer. Moi-même, j'encourage. Franchement, je regarde la caméra et je dis au président Yassine Idriss Diallo, Monsieur le Président, ne vous arrêtez pas seulement au staff technique et à l'encadrement et autres. Allez-y plus loin que ça. Célébrez les supporters. Certains supporters, choisissez sur le volet. Ils vont représenter tous les supporters de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas grave. Certaines personnes viendront vous dire, oui, ils prennent de l'argent. Cet argent-là aurait pu, après ils vont nous sortir, cet argent-là aurait servi à faire des maternités. On fait quelque chose à la FIF. Très bien, Daouda. Ça coûte quoi d'organiser une simple activité à la FIF? Juste un cocktail? Bah franchement, très bien, Daouda. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'abuser. On va je pense que c'est mon point à moi. Oui, c'est votre point, on le respecte, Daouda. Voilà. Herman, on termine avec vous. Mais moi, j'allais demander d'abord à Daouda d'aller voir au niveau de la FIF la facture de cette journée-là, comme il pense que c'est un simple cocktail. Bon, je ne sais pas non plus le montant, mais quand je regarde bien, il y a des personnes sur la liste, là, il y a des personnes qui sont à leur deuxième décoration grâce à cette même coupe. Et pendant ce temps, on dit... Et puis aujourd'hui, on n'a pas vu un seul joueur. Également, ce sont les éléphants là, qui étaient sur le terrain, qui ont remporté. Effectivement, on les a décorés. Déjà décorés. Mais il y a des gens qui avaient été décorés avec ces mêmes athlètes-là qui y sont. Donc je veux dire que la décoration, on en donne toujours. Mais on fait un peu trop de scènes pour une coupe remportée, à mon avis. On peut se concentrer à d'autres choses. Tout à l'heure, Élysée tentait de rendre l'événement spirituel. Il a eu du mal après parce que, à côté de l'argument spirituel, il y a eu tout ce folklore et l'événement festif a pris le pas sur le spirituel. En même temps, vous serez d'accord, Herman, que lorsque vous dites merci aujourd'hui, vous avez une échéance qui n'est pas loin, qui est en décembre 2025 pour la Coupe d'Afrique. Alors, allez-y faire pour le Maroc 2025. Former les jeunes joueurs, former Est-ce que le fait de dire merci justement au Seigneur ne prépare pas justement que tout se passe bien pour notre équipe en 2025? Dieu, on le remercie partout. On ne les a pas vus dans la mosquée ni à l'église. Pascal a déjà répondu à ce point. D'accord, messieurs. Très rapidement. Non, on ne pourra même pas la demi. Il n'y en a pas. Non, s'il vous plaît, messieurs. Il n'y a plus de demi. On va y aller. Dans tous les cas, c'était une belle célébration. Je suis quand même un peu frustré. C'est pas grave, Daouda. Ça va passer. Alors, avec votre permission, on l'annonçait, nous recevons maintenant monsieur Sébastien Kwame, cadre du PDCI, représentant ici le ministre Jean-Louis Billon. Avec lui, nous parlerons justement des enjeux de la candidature de Jean-Louis Billon
au PDCI-RDA et ensuite, voilà, l'aspect du conseil de discipline dont on parle ou on ne parle plus, il nous le dira. La campagne à venir pour la convention, bref. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Très bien. Monsieur Jean-Louis Billon annonçait sa candidature devant ses parents lors de la visite à Dabakala. C'est là que toute la Côte d'Ivoire et l'international a appris donc qu'il postulait donc pour le fauteuil suprême en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de la convention? Si toutefois il n'est pas choisi à cette convention, ira-t-il en indépendant? Merci pour cette question. Le ministre Jean-Louis Billon a déjà été clair sur la question de la convention. S'il n'est pas désigné à la suite d'une convention organisée de façon démocratique et juste, le ministre a décidé de soutenir le candidat qui sera élu. Donc, il acceptera le résultat de la convention. Par contre, si cette convention n'est pas organisée dans les règles de l'art et que les choses ne se passent pas correctement, il se réserve le droit de prendre une décision à ce moment-là. Mais nous n'y sommes pas encore. On ouvre le plateau à nos amis. Élisée, question. Ok, moi j'ai deux questions rapidement. La toute première, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes militant du PDCI, vous personnellement, ou bien vous êtes juste un pro-Billon? Okay. La première question avant que je ne fasse la suivante, en fait. Ok, on va faire simple. Oui. Vous avez votre carte de militant. On va faire simple. Juste, voilà. Très bien. On va faire simple. N'excluons pas l'autre. Voilà. Voilà. Alors, on peut voir la carte, s'il vous plaît. C'est la carte de militant? J'arrive, je vais vous la sortir. bien. Voilà la carte. Okay. D'accord. Donc, vous êtes militant. Élisée? Et cadre du PDCI-RDA. Voilà, militant et donc Voilà. cadre Il du a PDCI. sa carte, il est cadre du PDCI-RDA, donc ce n'est pas un pro-Billon. C'est ce que je voulais juste Voilà, savoir. c'est, Donc, la Mais prochaine l'un question... n'exclut pas l'autre, si je puis me permettre. Ce qui Tout à va, fait, ce qui tout va, à fait, ce tout qui à va, ce qui va suivre maintenant, c'est Tenez. juste de savoir. Élisée. Et vu que vous êtes cadre du PDCI, on a vu que la question Billon a suscité beaucoup de remous au sein du PD, continue même d'ailleurs. Et on a vu la parenthèse du conseil de discipline. Aujourd'hui, où nous en sommes avec le chapitre du conseil de discipline concernant le ministre Billon? Merci. Alors, ce qu'on appelle question Billon n'est pas vraiment une question Billon. C'est plutôt une question de démocratie à l'intérieur d'un parti politique. D'accord. C'est tout. Alors, comment arrive le conseil de discipline? Des militants du parti estiment que le ministre Jean-Louis Billon a proféré des mots qui ne leur plaisent pas, eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils saisissent le conseil de discipline. Une première fois, le conseil de discipline a trouvé leur démarche impropre à la norme, à la règle, et donc rejeté cette démarche. Ensuite, une deuxième tentative, toujours dans le même ordre, disant que le ministre Jean-Louis Billon a tenu des propos qui ne sont pas conformes aux règles du parti. Excusez-moi, on va poursuivre, vous donner un peu plus d'explications. Allez-y. Ces propos en question, est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce qu'ils vous l'ont signifié clairement? Quels sont ces propos en réalité qu'il a tenus pour lesquels ils ne sont pas d'accord? Voilà. Alors, donc, la convocation dit, en substance, parce que je ne vais pas vous donner les mots vraiment littéralement. Si. Voilà. Lorsqu'il a mentionné que le PDC était devenu un club de soutien, est-ce que justement ceux qui vous accusent parlent de cela? Et aussi, il avait parlé qu'il y a des repéros. Est-ce que ce sont ce type ce verbatim-là, justement, qui a mis le feu aux poudres? Non. Très bien. Chronologiquement, l'interview du 12 novembre 2024 dont vous parlez est arrivée après la convocation du conseil de discipline. Donc, déjà, c'est déjà clair. Donc, quels sont ces mots-là, en fait? OK. Alors, donc, les mots en question, juste pour résumer, c'est que le ministre Jean-Louis Billon aurait critiqué la direction du parti. En gros, en résumé, c'est cela. OK. Et critiquer la direction du parti, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre Jean-Louis Billon réclame un bureau politique. Parce qu'il y a bien de situer les choses. C'est quoi un bureau politique? À l'intérieur d'un parti politique, un bureau politique, c'est le cerveau du parti. Alors, à la limite, c'est dramatique de laisser un parti politique avec un cerveau qui ne fonctionne pas. C'est comme s'il était en mort cérébrale. Donc, le ministre réclame un bureau politique. Donc, faisons fonctionner le cerveau de notre parti politique. Parce que c'est dans le bureau politique que toutes les idées viennent, qu'il y a toutes les contradictions, que le débat politique et enfin démocratique se tient. Le PDCI, tenez-vous bien, est le parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est tout. Il a seulement réclamé de la démocratie. Et après cela, il dit, après le bureau politique, organisons un congrès. C'est quoi un congrès pour un parti politique? Un congrès, ça représente en image les membres
les membres. Donc, le bureau politique, le cerveau, définit lutte, brainstorming. Quand tout est défini et qu'on a choisi les grands axes, on transmet cela aux membres. Et quand les membres vont prendre une décision, vont voir toutes les orientations et prendre une décision, enfin, toute la machine se met en marche. Très bien. C'est donc de la démocratie. Et voilà pourquoi il a été convoqué au Conseil de discipline. Pour revenir à votre question, donc le Conseil de discipline a été reporté plusieurs fois parce que le ministre Jean-Louis Bion a beaucoup d'activités. Et la convocation du 15 janvier, qui était censée être la dernière, le ministre était prêt à y aller. Et cette fois-ci, c'est le Conseil de discipline qui a suspendu cette convocation. Pour des raisons que le Conseil de discipline pourra vous expliquer. Voilà. Ah, vous n'avez pas les explications. Très bien, on va faire bouger la parole. Trouble à l'ordre public, et ainsi de suite. Le Bien ministre sûr. partait avec une délégation de 5 personnes. Vous vous rendez compte? En Côte d'Ivoire, on dit un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ceux qui connaissent le ministre Bion savent que ce n'est pas quelqu'un du genre trouble à l'ordre public, tout de même. Donc, il attend la nouvelle convocation. Très bien. Alors, ce que je souhaiterais, que ce soit donc dans un échange très cordial, dans le respect des uns et des autres. C'est très important. Herman, question. Ma première question, et puis la deuxième, c'est dans la même idée. En tant que cadre du PDC-RDA, et non pas en tant que représentant du ministre Bion ici, quelle est votre propre réaction face à la démarche du président de votre parti, M. Thiam, d'engager maintenant la renonciation à sa nationalité française? Et qu'en est-il du statut, parce que lui aussi c'est un binational, du statut de M. Bion? Est-ce qu'il a, aujourd'hui, il est en fin de procédure concernant sa démarche de renonciation de la nationalité française, si jamais il y avait déjà introduite? OK. Alors, je commencerai, merci pour votre question, je commencerai déjà par répondre à vraiment la question qui est la plus simple, concernant le ministre Jean-Louis Bion. Alors, donc, il n'a pas de problème de ce genre, d'accord? Parce que déjà, le ministre Jean-Louis Bion est élu député de la République de Côte d'Ivoire. C'est les mêmes conditions que pour être président de la République. Donc, ça donne. Ensuite, concernant le président du parti, c'est devant tout le monde qu'il a fait l'annonce. Nous attendons que la procédure se suive. C'est une démarche administrative, c'est lui-même qui l'a indiqué. Nous attendons que tout se passe Très bien. dans les normes. Pascal? Oui, M. Kwame a évoqué dans sa première intervention que M. Jean-Louis Bion se rangerait derrière le gagnant à la convention du PDCI-RDA si ça n'était pas lui, à condition que les élections soient claires et transparentes. C'est cela. De son point de vue, les élections peuvent ne pas l'être, et du point de vue des uns ou des autres, peuvent l'être. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous disiez, ce sera quoi pour lui, des élections claires et transparentes, mais dans les détails techniques, dans une convention ou un congrès du PDCI-RDA. Quelles sont ses attentes? Merci, madame, pour votre question. En fait, la démocratie à l'intérieur du parti ressemble à la démocratie à l'échelle nationale. Parce que pour qu'il y ait une démocratie à l'échelle nationale, elle commence à l'intérieur des partis. Pour qu'il y ait une démocratie dans les partis, ça commence à l'échelle nationale. Les deux choses sont liées. Alors, c'est quoi? Quand on veut organiser une élection présidentielle, qu'est-ce qu'on fait? On met tout un chronogramme, on met une commission en place qui va administrer les élections, et vous verrez que tous les partis politiques et tous les candidats insistent pour être présents ou avoir des représentants dans cette commission. Pourquoi? C'est pour ne pas avoir à contester les résultats. Que disent vos textes en réalité? C'est ça. Voilà, les textes disent, l'article 123 du règlement intérieur du parti dit ceci. Le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle est désigné lors d'une convention d'investiture. Donc ce que nous appelons convention d'investiture, c'est tout un processus. Et tenez-vous bien, il y a jurisprudence au PDCI-RDA, car en 2020, le 7 juin 2020, le PDCI-RDA a tenu un bureau politique au cours duquel il a émis des règles, des critères d'éligibilité. Additifs à ce que prévoient vos textes. Oui, justement, et c'est parce que le PDCI-RDA a cette culture de la Convention. Donc, et même dans ces règles, vous verrez qu'il est marqué qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat à la Convention. C'est logique. Le PDCI-RDA va présenter un candidat qui sera confronté à l'article 55 de la Constitution. Tout à fait. Donc, si on va à la Convention, on demande des candidats qui pourront répondre à ce qui va se passer au bout. Donc, il y a toujours eu ce jeu-là. Donc, d'abord, on édite des règles. Ensuite, on matche tous les candidats pour voir ceux qui sont éligibles ou pas. Et puis ensuite, il y a une campagne quand même. Une campagne pour qu'il y ait le débat d'idées.
Et après ça, quels sont ceux qui vont gérer les votes? Et après ça, comment est-ce qu'on va voter? Et quand on finit de voter, comment on compte les voix? Et comment on proclame les résultats? Donc vous voyez, c'est tout ça qui est une convention d'investiture. Et tout juste pour compléter, et tout ce processus-là, je voudrais vraiment être très sûre qu'au regard de vos textes et de la jurisprudence au sein du parti, on est bien d'accord qu'on ne contestera pas les résultats d'une élection où on aura respecté la présence de tous vos représentants au sein de toutes les instances qui seront amenées à gérer les élections. On est bien d'accord, parce que parfois, les gens n'ont même pas un assesseur pour assister au dépouillement des votes et ils s'en plaignent. Et qu'au dernier moment, on ne nous dira pas qu'au sein aussi du PDCI, puisqu'il y a des conditions pour votants, tous les membres, en tout cas, le PDCI a certainement aussi sa, permettez-moi le terme, liste électorale interne. Donc, que vous soyez bien d'accord sur tous ces points-là et que nous, on espère ici à Live TV que vous viendrez nous dire tout est bon pour que nous allions à une convention que nous estimons maintenant claire parce que nous-mêmes, nous sommes partie prenante de tout le processus. Puis ajouter quelque vous rassurez, allez-y. Oui, vous avez totalement raison. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour cela qu'en général, les conventions sont précédées d'un bureau politique. Comme je vous disais, le bureau politique n'est pas un endroit où les choses se passent, je veux dire, simplement. C'est un endroit de discussion. Et le ministre Jean Libillon sera à ce bureau politique. Il est membre du bureau politique. En avril, n'est-ce pas? Ouais, en avril, le 5 avril. Voilà la date qui a été décidée. Et donc, il va émettre toutes ses idées, toutes ses propositions. Et il y a des gens du PDCI-RDA qui vont se rappeler de la pratique, de la jurisprudence et dire, effectivement, c'est ce qu'on a toujours fait. Il faut qu'on le fasse comme ça. Très bien. Et je vous assure, ça sera démocratique. Daouda, question. Parce que moi, je vais sortir de la politique interne du PDCI. On va partir sur la politique nationale. Parce qu'avec ce que je vois, je sais que quel que soit ce qui va arriver, M. Billon sera candidat. Mais c'est pas ce qu'il a dit, hein? Oui, bon, moi, c'est ce que je dis. C'est votre point de vue, voilà. En même temps, bon. Donc, bon de le monsieur, préciser. moi, la question que je pose, elle est toute simple. Le RHDP est une grosse machine électorale. Vous êtes membre du PDCI qui est un parti en pleine mutation depuis la perte du pouvoir en 1999. Billon pense-t-il en fait vraiment pouvoir terrasser un mastodonte comme le RHDP avec une fronde et puis quelques cailloux aujourd'hui? Comment compte-t-il y arriver? J'ai envie de... quand je vois Billon, je vois David et le RHDP Goliath. Est-ce David contre Goliath? Vous avez dit quelques pierres. Ouais, allez-y. Okay. Non, quelques cailloux. Il va réagir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Alors, merci beaucoup. Et c'est bien, j'aime bien l'image que vous utilisez à la fin. Effectivement, ce sera bien l'histoire de David et Goliath. Et on sait comment ça s'est terminé. Maintenant, pour revenir à la politique et au poids des différents camps. Le ministre Jean Libillon est PDCI-RDA. C'est vrai que le PDCI-RDA a perdu le pouvoir en 1999, mais le PDCI-RDA reste le PDCI-RDA. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas un caïman qui va devenir un marouilla du jour au lendemain. Donc, il reste le PDCI-RDA. Peut-être qu'on ne sent pas, qu'il y a la vivacité au sein du parti, mais le parti existe toujours. Quand vous allez dans les régions, les militants du PDCI... Le parti représenté. Il est totalement représenté. Donc, le RHDP parlera pour lui-même. Mais je vais vous parler du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA va se mettre en ordre de bataille. Et déjà, avec l'élection de notre nouveau président, vous avez vu tout le dynamisme qu'il y a eu. Et c'est en cela que l'offre Jean Libillon est intéressante. Pour dire, ne restons pas dans une vision unique, dans une pensée unique. Un parti politique a besoin de contradictions. Choisissons le meilleur pour remporter l'élection présidentielle. Pourtant, vous parlez du dynamisme, justement, de votre président. Pardon? Vous parlez du dynamisme de votre président tout à l'heure. Justement. Et cela a entraîné beaucoup de personnes qui sont venues au PDCI-RDA. Et aussi, l'offre Billon a entraîné aussi beaucoup de personnes qui sont venues au PDCI-RDA. Vous allez me permettre de vous relancer sur quelque chose. Allez-y. Au-delà de tout, vous et au-delà de votre personne, Jean-Luc Billon, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? C'est-à-dire, Daouda? Quand je demande comment est-ce qu'il se sent, parce qu'aujourd'hui, on a un PDCI. Ouais, l'état d'esprit. Parce que finalement, on a un PDCI pratiquement divisé. Billon a une partie, Thiam a une partie. Comment comptez-vous discuter, vous mettre en ordre de bataille pour aller contre le mastodonte RHDP? Ok, très bien. Merci. Est-ce que vous pensez avoir divisé déjà le parti? Non, d'abord, on n'a pas divisé le parti. Si, quand même. Non, on n'a pas divisé le parti. On n'a pas divisé le parti. Alors, je vais vous expliquer. C'est tout ça le débat démocratique. Alors, ce qu'on déplore dans la réalité, c'est quoi? C'est que
des personnes ne veuillent pas du jeu démocratique, d'une autre proposition. Vous savez, ce n'est pas par méchanceté, on ne va pas prendre ça comme ça. On se dit, les gens se disent, bon voilà, pour nous le meilleur c'est celui-là. Nous ne voulons plus rien entendre d'autre. Le ministre Jean-Luc Billon dit non. Nous devons discuter, nous devons avoir le débat. Et ce n'est pas divisé. Et d'ailleurs, ce qui aurait été bien, pour répondre à votre question, M. Daouda, eh bien, ce serait bien que le bureau politique ait eu lieu déjà en 2024. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, depuis le temps que le ministre Jean-Luc Billon réclame le bureau politique, si on l'avait tenu, si on avait fait un congrès, si on avait fait une convention déjà en 2024, on aurait connu le candidat du PDCI-RDA. Qu'est-ce que ça nous aurait donné comme temps? Le temps de la construction de la cohésion. Vous savez, il y a des gens, je vais terminer, vous savez, il y a des gens qui pardonnent une seule fois par trimestre. Ah bon? Donc, non, c'est une image. Okay, bien sûr. C'est pour dire que, vraiment, si on retarde pour choisir notre candidat, ça nous laisse très peu de temps pour réaliser la cohésion. Alors que si on choisit le candidat plus tôt, ça nous donne plus de temps pour réaliser la cohésion. Christelle, pour demander pardon aux uns et aux autres et pour nous... Et ça sera la dernière. Ce sera la dernière, ce sera véritablement ma dernière. Parce que quand vous demandez un congrès et autres, tout ça, oui. Mais donc en réalité, vous vouliez un congrès, une convention sur le corps encore chaud de Henri Konan Bédié en 2000. Non, franchement. Parce que pendant que le PDCI, le nez du PDCI était dans le guidon pour enterrer dignement le père du PDCI, Henri Konan Bédié, et vous, en ce moment, M. Billon, lui, il pensait plutôt à comment je deviens président du PDCI. C'était ça, en fait, votre objectif. Il va répondre et puis on va passer la parole. Allez-y, monsieur. D'accord. Quand vous dites corps chaud, je suis à Caen et c'est bien heureux pour moi concernant cette histoire de corps chaud. Eh bien, quand le corps est chaud, on ne pense même pas au prochain président. C'est bon? Je vous écoute. Voilà. Donc, quand le corps est chaud, on ne pense même pas à élire un nouveau président. Quand le roi est mort, on s'occupe d'abord de tout cela. On ne pense pas au nouveau président. Si on a pu penser au nouveau président, alors on peut faire fonctionner le bureau politique. On peut faire fonctionner le parti démocratiquement pour être prêt, réaliser la cohésion et aller gagner l'élection d'octobre 2025. Merci beaucoup, M. Kwame. Quelques petites minutes. Élysée, allons-y. On va faire un tour de table. D'accord. Moi, je voudrais juste revenir sur un élément qui me semble très essentiel de façon générale, mais spécifiquement au PDCI. Vous savez que les Ivoiriens, dans leur majorité, ont souffert du manque de cohésion et surtout de l'animosité qui a parfois existé entre les acteurs politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous rassurez qu'au-delà des divergences peut-être de pensée ou de positionnement entre M. Thiam et M. Billon, il existe un couloir d'échange fraternel qui existe entre les deux, où les deux ne se parlent plus et chacun est de son côté? C'est quoi aujourd'hui les relations entre M. Billon et M. Thiam? Merci pour cette question. Vraiment. Alors, quand vous allez prendre tous les enregistrements qui existent, chaque fois que M. Billon parle de M. Thiam en tant que personne, les mots qui ressortent, c'est « Tidiane est pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Tidiane est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. » Donc, de personne à personne, il n'y a pas de problème. Se parle-t-il? Pas présentement. Alors. Il n'y a pas de couloir. Si. Et c'est pour ça que j'ai aimé ça, le mot couloir qu'il a utilisé. Il y a un couloir qui existe au PDCI-RDA. Très bien. Et il y avait des sages qui avaient commencé déjà des négociations, des entretiens, et paf, une convocation au conseil de discipline qui intervient. Vous voyez? Et je pense que c'est cette convocation qui finalement est en train de fermer l'accès à ce couloir. Donc l'Européen ont fermé la porte. Daouda, s'il vous plaît. Je vous laisse la paternité de ce propos. On va écouter Herman, s'il vous plaît. Herman, allons-y. Moi, j'ai envie de bien savoir, avoir quelques mots sur l'offre de M. Billon à la Convention d'abord et à toute la Côte d'Ivoire finalement. Et on voit qu'il est vraiment porté, surtout par les jeunes. En interne, quels sont ses soutiens réels? Il y a eu de vrais visages qu'on sait du PDCI-RDA, parce que finalement, ceux-là, on ne les a pas encore vus. Okay. Merci beaucoup pour cette question. Je vais déjà répondre par la fin. En interne, quels sont les soutiens? En plus, je reviendrai après sur l'offre, si vous me permettez. Alors, quels sont les soutiens? C'est intéressant. La rencontre de Yopougon a enregistré la présence de délégués PDCI-RDA qui sont venus en tenue PDCI-RDA. Parmi ces délégués, il y avait des membres du bureau politique. Donc, il y a des gens qui ne s'affichent pas forcément parce qu'il y a, d'après les informations qu'on a, quelques menaces, quelques intimidations. On va dire par respect pour le président. Voilà, donc ils ne s'affichent pas. Mais
le vote est secret. Voilà ce qui est formidable dans la démocratie ivoirienne. Le vote est secret. Donc c'est devant l'urne, le bulletin secret, qu'on verra ce que les gens vont décider. Et c'est pour cela qu'il faut une convention démocratique. Très bien. Parce qu'on aura le temps de parler de l'offre. Maintenant, l'offre elle-même. Alors, l'offre se résume, parce que je sais qu'on n'aura pas le temps de déployer tout le projet de société du ministre Jean-Louis Billon ici. L'offre se résume en ceci. La Côte d'Ivoire qu'on aime. Faire de l'Ivoirien le premier chez lui. Le patriotisme entrepreneurial. Voilà. Alors, comment ça se décrit? Résumé ainsi, ça peut paraître un slogan de campagne. Mais dans la réalité, c'est quoi? Le patriotisme entrepreneurial va créer des emplois. Tenez-vous bien. Quand les entrepreneurs ivoiriens seront prioritaires sur tous les marchés ou alors auront un accès exclusif dans certains secteurs d'activité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le remake de l'ivoirité. Vous voyez? Très bien. Juste la question. Très bonne question. Ça n'a rien à voir. Nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat ici. Nationalisme économique, c'est ça. Nous sommes en train de parler de création d'entreprises. Nous sommes en train exclusivité. Voilà, c'est ça. Nous sommes en train de parler de création d'emplois. Donc, quand les entrepreneurs ont beaucoup de marchés, qu'est-ce qu'ils font pour réaliser ces marchés? Ils recrutent du personnel. Ça fait des employés. Ces employés ont des salaires. Et quand ils ont des salaires, ils ont un pouvoir d'achat. Et du coup, vous réduisez tous les problèmes de cherté de la vie parce que le pouvoir d'achat, les gens ont plus d'argent, ils peuvent consommer, les entreprises produisent, il y a du travail, il y a un dynamisme économique, mais surtout, les gens n'ont plus peur d'avoir des enfants. On ne perçoit pas bien le comment. Herman, de mettre leurs enfants on va faire passer la parole, Herman. On va faire passer la parole parce que de toute façon, avec lui, on verra comment avoir ici le président du parti à l'effet qu'il développe son programme. Pascal, parole, question. Je me souviens que le ministre Jean-Louis Billon avait freiné des 4 fers à l'époque, mais bien avant que revienne sur la scène Tidiane Thiam, il avait déjà évoqué son désir de se présenter aux élections présidentielles. Donc c'est une longue affaire, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a raté le coche entre le décès du président et l'élection de Tidiane Thiam à la présidence du PDCI pour être président du PDCI finalement? Réponse. Excellente question, merci. Vraiment, rater le coche. Effectivement, beaucoup d'Ivoiriens parlent de ça. Il avait voulu être candidat déjà en 2020, à une condition, que le président Bédié, et à son âme, n'y aille pas. Le président Bédié lui a dit que lui allait être candidat. Il s'est rangé derrière le père. Cette fois-ci, quand malheureusement les circonstances du décès du président Bédié, vraiment, il décède de façon subite pratiquement. Personne ne s'y attendait. Il n'est pas tombé malade, en tout cas pas de longue durée. Et le PDCI-RDA se cherche un nouveau président. Le ministre Jean-Louis Billon dit « Moi, je ne suis pas intéressé par la présidence du parti. » Parce qu'avec le président Bédié, nous étions en train de tout travailler pour aller à un congrès qui allait changer les textes du parti pour dissocier le candidat du PDCI-RDA du président du parti, comme ça se fait dans les grandes démocraties. Mais ça n'a pas été fait alors. Est-ce que c'était la bonne analyse à ce moment-là? Malheureusement, il y a cru, il a pensé que ça allait se faire et qu'après l'élection, ils allaient aller à un bureau politique et un congrès pour faire ce qui était prévu du vivant du président Bédié. Et voilà, malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Monsieur Kwame, très rapidement, votre champion, le candidat Jean-Louis Billon, le PDCI semble lui avoir préféré une autre personne, à la personne de Tidiane Thiam. Et moi, quand je regarde la démarche aujourd'hui de M. Jean-Louis Billon, dans ses prises de position, ce que j'entends me dit, parce que quand on regarde ce qui se passe au PDCI, on se dit, bon, la convention, ça sera assez compliqué, donc il va y aller. Est-ce un courage politique ou de l'aveuglement stratégique? Très bien. Merci pour cette question. Alors, je vais vous dire, dans la réalité, l'aveuglement stratégique n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, en marketing, c'est clair, on peut lancer un produit. Il suffit de ce que vous mettez derrière comme stratégie. Voilà, très très important.
Qu'est-ce que vous faites comme étude? Comment vous appréhendez? Comment vous appréciez le marché? Où est-ce que vous allez trouver? C'est tout cela qui est important. Et c'est ce que M. Jean-Louis Billon a fait. Alors, vous vous rendez compte, il est dans ce parcours-là, il a commencé il y a 25 ans. Il s'est préparé pour ce rendez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, je veux être président de la République. Les Non. militants ont choisi M. Thiam, malgré qu'il s'est préparé. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi qui le dis, Nous ce sont n'avons les pas urnes les du PDC. résultats On va de la permettre à ce qu'il s'exprime. convention. Les urnes de PDC Tant le que disent. nous n'avons pas les résultats de la convention, vous ne pouvez pas proclamer. Dans ce cas, dites-moi, M. Daouda, dans ce cas, dites-moi que ce n'est même plus la peine qu'on aille aux élections présidentielles. Parce que les Ivoiriens auront déjà choisi le président de la République. Non. Allons à la convention, une convention organisée de façon démocratique, correcte, et vous verrez. Donc vous avez les là, vous résultats. mettez M. Tidjane Thiam au défi d'aller à la convention. Ce n'est même pas un défi. Nous l'encourageons, nous voulons cette convention, nous voulons de la Mais dans compétition. tous les cas, tel que le processus est établi après le bureau politique, c'est la date de la convention. C'est cela. Donc forcément, la convention aura lieu. Aura lieu. Mais en tout cas, merci d'être venu. Vous Merci avez, à en vous. tout cas, autant que faire se peut, dans le petit crop de temps qu'on avait, éclairé les lanternes des Ivoiriens sur les questions posées. Merci beaucoup. La convention est attendue, comme vous l'avez dit, une convention qui se passera donc en fonction des textes du parti. Et nous serons, comme Pascal l'a souligné, heureux de vous recevoir ici, à l'effet de nous dire le next step pour Jean-Louis Billon, choisi ou pas. I will. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sébastien Kwame. Vous êtes cadre du PDCI-RDA, représentant du ministre Jean-Louis Billon. Merci d'être venu. Merci à vous. En seconde partie, nous parlerons justement du RHDP, toujours la présidentielle au menu, les conseillers régionaux en ordre de bataille. Et nous terminerons cette émission avec une note spirituelle. Nous allons recevoir le rabbin Avraham Ifra, enseignant, guide religieux. Quel engagement dans la promotion des valeurs morales et spirituelles de la jeunesse ivoirienne. Restez avec nous. Là tout de suite. Élisée Boloubeu, Herman Aboua, Pascal Souquier, Daouda Koulibaly sont toujours en notre compagnie. Avant de parler spiritualité avec le rabbin Avraham Ifra, nous allons donc regarder le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, qui hier à la rue Le Pic mettait en mission les conseillers régionaux, justement tout ça en prélude à la présidentielle d'octobre 2025. Élisée Boloubeu, que devons-nous en retenir? Il faut reconnaître que depuis quelque temps, quand même, le secteur exécutif du RHDP a une série de rencontres avec des corps constitués au niveau de son parti politique. Il y a quelques semaines, il rencontrait les sénateurs et députés, disons la semaine dernière déjà. Et cette fois-ci, il rencontre les conseillers régionaux. Et que le point essentiel, c'est de mobiliser les troupes en prélude à l'élection présidentielle prochaine, comme lui-même l'indique dans son verbatim. Et l'une des choses qui a surtout attiré mon attention, c'est que lui-même le dit, il dit que nous allons aux élections et c'est le lieu quand même de nous asseoir autour d'une table et lever toute forme de friction pour qu'on puisse aller unis à ces élections-là. Donc je pense que le SE au-delà prend conscience de la nécessité de mettre à plat les éventuelles divergences qui pourraient être, je dis, un obstacle pour le RHDP dans les prochaines élections, pas forcément au niveau national, mais dans certaines localités. Donc je pense qu'ils en ont conscience. C'est le lieu aujourd'hui de sensibiliser, de régler tout ce qui est à régler, afin de partir unis à ces échéances-là, qui, ma foi, contrairement à ce que certains pensent, moi je pense seront des échéances relevées. Voilà. Est-ce que justement, de par l'intervention du SE, on pourrait dire qu'il y aurait des dissensions ou des frictions au sein du RHDP? Je ne pourrais pas conclure comme ça, mais je ne pense pas qu'il existe quand même une association d'hommes où tout est parfait, où on ne peut pas avoir des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Seulement, c'est l'ampleur et la dimension des problèmes qui fait la différence. Donc, c'est sûr que des questions de leadership peuvent se poser. C'est sûr qu'on a dû certainement traîner des frustrations avec les échéances dernières et tout ça. C'est tout ça qu'il faut s'asseoir autour d'une table réglée. Et je pense que ça fait partie de toute forme d'association, qu'elle soit politique ou même qu'elle soit une association, je veux dire, simple. Il y a toujours ces situations-là. Et bien évidemment, on n'est pas surpris que ça existe aussi au sein d'un parti comme le RHDP. Herman, on sent bien que le RHDP ne dort pas sur ses lauriers. Il se mobilise toujours en ordre de bataille pour garder la présidence de la République. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que ces genres de rencontres-là, ça fait partie de la vie d'un parti politique. Les élus continuer de tenir la flamme avec les élus, surtout que ce sont les élus des différentes régions qui sont de façon, en termes de financement même du parti, en termes de coordination des différents démembrements au niveau locaux. Donc, ce sont les acteurs importants. Donc,
C'est tout à fait normal qu'un parti politique, lorsqu'il a des élus, essaie de les entretenir pour pouvoir défricher un peu l'horizon, pour pouvoir tenir. Donc moi, je ne pense pas que ça soit... le RDP peut se priver de cela parce qu'il est parti au pouvoir. Ça fait partie de la vie du parti et ça montre aussi une certaine dynamique au niveau de ce parti-là. En tout cas, c'est comme ça que la démocratie s'exprime, même en interne. Pascal, commentaire, analyse justement sur cette mise en mission du SE aux conseillers régionaux? Oui, je ne vais pas dire quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Je vais sortir quelques morceaux choisis de M. Ibrahima Bakongo sur le fait qu'ils veulent remporter cette élection haut la main, qu'il ne faut sous-estimer aucun de ses adversaires. Et ça, c'est intéressant qu'ils le disent. Que l'opposition fait son travail, s'opposer quand il le faut, j'espère, mais qu'eux aussi, pouvoir d'État, mais aussi sur le terrain, font leur travail, qui est un travail de préparation, et il emploie le terme de préparation minutieuse, pour donc aller aux échéances en rang serré. C'est normal, ça fait partie des initiatives qui constituent des initiatives fondatrices, ou en tout cas nécessaires, quand on va aux élections ou quand on est en année électorale. Moi, je ne vois pas de dissension majeure au sein des cadres du PDCI. Je vois même qu'il y a certaines têtes en deuxième couloir, enfin en deuxième rang derrière les ministres, derrière les présidents de région qui sont invités à la réunion. Et je suis heureuse que l'élargissement se fasse et que on rameute les troupes, les têtes de troupes, justement, quand on parle de président de conseils régionaux, tant mieux. C'est un parti qui poursuit sa vie de parti adaptée aux contingences ou aux contraintes à venir. Et il n'y a pas de commentaires spécialement à faire. Merci Pascal. Daouda, le RHDP ne minimise rien du tout en mettant en mission dans ses conseils régionaux. Le RHDP, depuis les années 2000, où ils ont véritablement commencé... Non, 2000... le RHDP est formé en 2005, Daouda. Pardon, je vais commencer par le RDR. Depuis 2000, dans les années 95 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des mécaniciens des élections. Des mécaniciens des élections. De véritables mécaniciens. Parce que, à la différence de beaucoup de partis... C'est ce que je viens expliquer là. Ils ne laissent rien au hasard. Toutes les pièces sont montées les unes après les autres. C'est à la différence des autres partis. Oui, mais parce qu'ils ne lésinent pas sur les moyens. Vous vous rappelez, quand ils étaient encore en alliance avec le PDCI, quand ils étaient encore en alliance avec le PDCI, il y a eu un recensement sur la liste électorale. Ouais. Mais pour ce qu'on a pu voir, le PDCI s'est plus ou moins assis sur ses lauriers. Mais eux, chaque année où il y a révision de la liste électorale, leurs cadres sont dans les différentes régions pour aller demander aux gens de s'inscrire sur la liste électorale. Parce que Bakongo le dit si bien, ils ne minimisent aucune élection chez eux. Il n'y a pas de petites élections. Même si vous vous dites élection des quartiers, le RHDP, il prend ça au sérieux. Élection des chefs de classe, ils prennent ça au sérieux. Donc, ils sont vraiment sérieux dans la chose. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est en train de parler des conseillers régionaux. Mais avant ça, c'était les sénateurs et les députés qui ont été appelés pour qu'ils aillent les élus pour qu'ils aillent dans leur région. Maintenant, quand il dit, j'entends, il dit c'est pour dissiper toute forme de dissension. Je pense qu'Élysée a essayé d'expliquer la problématique. Qu'on le veuille ou non, il y a des cadres dans leurs différentes régions, il y a des problèmes de leadership. Et ces problèmes de leadership-là, il faut pouvoir les élaguer avant d'aller aux élections. Je pense que c'est ce qui est en marche. Et je trouve ça véritablement dommage pour la politique nationale quand je vois que le parti au pouvoir est en train de consolider ses positions. Pendant ce temps, l'opposition ivoirienne, de jour en jour, est en train de se disloquer, se disséquer. Voilà. Très bien. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Son point de vue. C'est une phrase. Oui, d'accord. Tu ne vas pas tout le temps répondre à ce que je dis, Herman. Tu ne vas pas tout le temps répondre à ce que je dis. En même temps, non, sérieux. S'il vous C'est plaît. à Christelle que je parlais. Oui, mais bon, voilà. Mais tu n'as pas tout s'il le temps parlé derrière moi. Merci. Les questions politiques ne finiront pas aujourd'hui. On va en parler demain. Daouda, merci. Daouda, merci. Oui, c'est vrai, je l'aime bien, mais on n'a pas le choix. D'accord? Les questions politiques sont toujours là à l'agenda. Donc demain, on pourra encore en parler. Bien sûr. Mais, Daouda, merci beaucoup. Nous allons
recevoir le rabbin Avraham Ifra, enseignant guide religieux de la communauté Breslev. La thématique, c'est l'engagement de la promotion des valeurs morales et spirituelles de la jeunesse ivoirienne. Nous en parlons avec cet homme spirituel, cet homme de Dieu, on va dire. Voilà, c'est le rabbin Avraham Ifra. Je ne sais pas comment on salue les rabbins. C'est bonsoir, rabbin. Bonsoir. Bonsoir, rabbin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez Élisée près de vous, Herman, juste à côté, Pascal Souker et Daouda Koulibaly. Chanté. Merci d'être là. Alors, vous intervenez au nom de la communauté Breslev. Oui. Qu'est-ce que c'est déjà la communauté avant d'embrayer sur la thématique? La communauté, le principe de la communauté, oui. C'est des gens qui se réunissent dans un objectif et une foi commune pour construire un mode de vie ensemble. D'accord. Alors, pourquoi cette thématique, selon vous, est importante? La promotion des valeurs morales et spirituelles de la jeunesse ivoirienne, mais in fine de la jeunesse au tout court. Pourquoi est-ce important de parler de valeurs morales et spirituelles en cette saison, on va dire? Si vous voulez, le mouvement Breslev, l'idée de Rabbi Nachman de Breslev, c'est de valoriser l'individu et que toutes les défaillances qui sont des défaillances de comportement, des défaillances morales, des manques de réussite dans la vie, ça vient uniquement du manque de confiance de l'individu, du manque de croyance en lui-même. Donc il faut lui donner des outils, comment développer la confiance en lui. Voilà, le Rabbi Nachman, il a donné des outils, comment on arrive à avoir confiance en soi. On ne peut pas avoir confiance en Dieu si on n'a pas confiance en soi. Il faut d'abord être conscient qu'on est un élément qui peut être aidé par Dieu, qui peut être béni par Dieu. À ce moment-là, on peut commencer à avancer. Très bien. Élisée, question, commentaire? D'accord. Déjà, la promotion des valeurs auprès de la jeunesse, c'est une très bonne chose. Je pense que sur ce plateau, à longueur de journée, c'est un peu notre combat. Moi, je veux juste savoir aujourd'hui quels sont les résultats de vos actions depuis quand déjà vous êtes en Côte d'Ivoire. Quels sont les résultats de vos actions au sein de la jeunesse et quelles sont éventuellement les perspectives? Alors, si vous voulez, personnellement, je diffuse sur Internet depuis 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 000 élèves et dans le milieu francophone. Alors, parmi les gens qui ont été intéressés par l'esprit, la pensée de Rabbi Nachman, il y a des personnes en Côte d'Ivoire, ici, précisément à Abidjan. Et petit à petit, on a été en contact et ils ont commencé à se structurer et à former une communauté. Ils sont aujourd'hui 400 personnes. Et voilà. Communauté juive ivoirienne, c'est cela? Oui, tout à fait. D'accord. Et le judaïsme ivoirien. Judaïsme ivoirien. Oui. Très bien. Herman? Sur le site web yedia.org, on peut lire que, je cite, le mouvement Breslev, également connu sous le nom de Breslover Hasidisme, est un courant mystique juif. Est-ce exact? Ça, c'est ma première question. La deuxième, en Afrique, de nombreux courants mystiques sont profondément ancrés dans les traditions locales et des contextes culturels spécifiques. Comment le mouvement Breslev envisage-t-il de s'intégrer ou de coexister avec ces traditions sans les dénaturer ou les remplacer? C'est un mouvement mystique, si vous voulez. Ça veut dire quoi, mystique, pour vous? Pardon? Le mouvement mystique, ça veut dire quoi, le mot mystique, en fait? Le mot mystique, c'est l'attachement à ce qu'on ne voit pas. L'attachement à ce qu'on ne voit pas. Ce qui est la réalité n'est pas visuelle. Okay. Qui est la véritable réalité. La réalité visuelle, c'est juste une apparence. Derrière, il y a un monde, il y a des mondes. Il y a des mondes. Voilà, on s'attache à ces valeurs et on va influencer. Donc c'est exact que vous êtes un courant mystique juif. Oui, bien d'accord. Et la deuxième question, c'était que comment est-ce que vous entendez coexister avec les courants mystiques qui sont de tradition africaine, ou est-ce que vous allez les remplacer ou bien véritablement coexister avec ces courants? Remplacer, non. On n'a pas l'intention de remplacer. On a l'intention d'optimiser, et pas de remplacer. Très bien. Vous avez dit dans votre propos qu'il y a des mondes. Lesquels?
qu'il y a des mondes qui sont de la même manière que matériellement, il y a des éléments qui sont dans l'air qu'on ne voit pas. Alors, il y a des mondes qui influencent ce monde. Ce monde de vécu, il est dirigé par un créateur et nous, on est des simples créatures. Donc, si vous voulez, le but, c'est de créer un lien entre les créatures et leurs créateurs de manière à vivre en accord avec le plan de celui qui a créé le monde. Très bien. Pascal? Pourquoi la Côte d'Ivoire et comment ça se passe avec les Ivoiriens, ce courant mystique? Pourquoi la Côte d'Ivoire? C'est pas moi qui décide. Moi, je diffuse sur tous les réseaux sociaux depuis 18 ans. Et on me contacte, que ce soit en France, au Canada, en Suisse, en Angleterre, et je me déplace. Je viens encourager les communautés. S'il faut les aider à structurer, alors je passe le temps qu'il faut pour les aider à se structurer. Maintenant, il y a eu une réaction en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une maturité. Il y a une maturité du monde, il y a une recherche. La jeunesse cherche. Les gens ont besoin d'autre chose que ce qu'on leur a proposé jusqu'à maintenant. Et il y a beaucoup aussi des illusions par rapport à des choses acquises. Ces désillusions, elles ont amené les gens chercher un petit peu plus loin. Donc il y a une écoute. Cette écoute-là, on est là pour répondre. Daouda? Je pense que la promotion des valeurs morales et spirituelles, ce sera au cœur de vos débats. Mais moi, de façon générale, quelle est votre vision des valeurs morales dans le monde entier? Plus précisément avec un nouveau défi, c'est ça? Voilà. Personnellement, j'ai pas de... Si vous voulez, j'ai un maître qui s'appelle Rabbi Nachman. C'est mon maître à penser. Et je pense pas. Je n'ai pas de pensée personnelle. J'ai juste, je reçois d'un maître et je développe. Alors, les valeurs qu'il nous a communiquées, c'est principalement le dialogue, remettre en place le dialogue entre les individus, entre l'individu et son créateur. Commencer à dialoguer. J'ai une dernière question. Est-ce que Daouda, vous êtes satisfait? Non, c'est bon, oui. C'est bon, très bien. Alors, Herman demandait la parole. Ensuite, le mouvement Pascal Breslev met l'accent sur la joie, la prière personnelle et la connexion directe avec Dieu. Je reviens encore. Comment ces principes pourraient-ils résonner avec les pratiques spirituelles africaines qui souvent sont des pratiques spirituelles de façon collective, des danses et autres? Comment est-ce que ça peut se faire? Comment vos principes-là résonnent avec? Parce que j'ai beaucoup recherché quand même sur le mouvement Breslev. Donc. La joie, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable à tous les individus. C'est-à-dire la vitalité vient de la joie. La joie, c'est de se sentir aimé, de se sentir appartenir à quelque chose d'important et d'avoir soi-même une valeur. Ça donne une joie, ça donne envie de vivre. Pascal? Oui, moi, donc, si j'ai bien compris, ce mouvement mystique-là est issu du judaïsme, vous le disiez. Oui. En tout cas, on fait partie intégrante. Comment le judaïsme se développe-t-il en Afrique ou en Côte d'Ivoire? Et comment on devient juif? Ou est-ce qu'il faut forcément... comment on devient juif? Comment on devient de confession? Judaïsme plutôt. Comment on devient de confession juive, hein, pour être plus précise. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça. Il y a des gens qui sont juifs de naissance. De naissance. Il y a des gens qui se convertissent au judaïsme. C'est ça. Elle parle de la conversion. C'est ça. Hein? Oui, la conversion. Alors la conversion, elle se fait par un tribunal rabbinique qui contrôle les connaissances de la personne par rapport aux pratiques du judaïsme et qui donne ensuite la conversion. Très bien. Ensuite, Élisée, c'est bon. Dernière question. Herman, c'était laquelle? Oui, c'était la localité. Je voudrais qu'il situe où est-ce qu'on trouve leur mouvement en Côte d'Ivoire ici. Il y a une conférence, il parlera de la conférence de demain. Oui. Allez-y. Alors, c'est la synagogue Breslev d'Abidjan. C'est la rue André Château, rue L 220. Les contacts,
téléphonique 07 09 87 96 14 et 01 01 59 05 85. Très bien. Alors, c'est donc conférence ouverte au grand public. Le thème central, waouh, le désespoir n'existe pas. Oui. Le désespoir n'existe pas. La conférence se tiendra donc le 13 et 16. Et vous avez rappelé que c'était à Angré, Château, Oui. Rue L220. L220. rue De- L220. C'est facile à retrouver. Hein? Oui, on met ça dans le GPS. OK. Vous y êtes. Angré, Château, rue L220. La thématique, le désespoir n'existe N'existe pas. pas. Et ça sera vous le conférencier. Oui. Très bien. Merci Ouvert à beaucoup. tout le monde. Je vous remercie Merci pour beaucoup, votre accueil. rabbin Ivra Abraham. C'est ça, c'est Abraham, pas Abraham. Avraham ou Abraham, ça dépend. On Ok. peut prononcer avec un B ou Un B ou un V, ok. En hébreu, c'est la même lettre. D'accord. Donc moi, je vais rester sur le côté hébreu, là, c'est mieux. Comme au Niger. Voilà, le rabbin, du moins, Abraham Ivra. Et vous êtes là pour la conférence, donc, sur la thématique, le désespoir n'existe pas. C'est demain à partir de... À partir de 20h, je pense. C'est 20h. Oui. Très bien. Angré, Château, rue L. 220. Dis donc, hein. Oui, oui. Daouda ira là-bas. Rue L 220. Mais c'est Vous pas êtes loin de chez moi, en invité. fait. C'est pas loin. Vous êtes invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec Demain, plaisir. 20h, on aurait aimé, mais on sera On là, tra- ici, justement. Merci beaucoup d'être C'est moi venu, qui- Rabbin, merci. Pascal, merci. Daouda, Herman, Élisée Boloubeux, merci à vous. Le programme continue sur Live TV. Bonsoir.